Bienvenue sur le plateau de Plus d'Actu en ce vendredi, dernier jour d'une semaine où l'actualité a vu les mots bande, trafic, fusillade, drogue, dealer évoqués à de nombreuses reprises. On a aussi relayé les aveux d'impuissance d'un certain nombre de personnalités politiques. Alors chaque parti y va de ses propositions et nous allons entendre celle de l'opposition des engagés. Leur tête de liste à la Chambre pour Bruxelles, c'est une nouvelle venue aux élections, Elisabeth de Gries. Jusque-là, c'était une spécialiste des questions de santé puisqu'elle dirigeait les mutualités chrétiennes. On va voir ce qu'elle a à dire sur la gestion de la drogue, les questions de sécurité. On l'accueille dans le studio de Plus d'Actu. Bonjour Elisabeth de Gries, vous êtes donc la tête de liste pour les engagés à la Chambre. On l'a dit, jusqu'il y a peu, votre domaine c'était la santé. La lutte contre les trafics de drogue, c'est une question de santé, de prévention ou de sécurité dès lors qu'il y a des fusillades pour, apparemment, nous disent les policiers, s'arracher des marchés, des zones de deal en rue. Alors, vous avez un peu fait la réponse dans la question que vous posez. C'est effectivement une problématique qui est multifacette. Et donc, aujourd'hui, l'urgence, c'est certainement la gestion de ce qui se passe dans les rues de Bruxelles. Mais évidemment que ça ne peut pas s'envisager avec une prévention importante, notamment au travers du secteur associatif, et que la question des assuétudes est une vraie question en matière de santé publique, et particulièrement de santé mentale, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation catastrophique en termes de santé mentale. Notre population est en souffrance, et donc on ne peut pas déconnecter tous ces enjeux les uns des autres. Mais donc ça veut dire que le dealer, vous le considérez comme une victime du trafic, parce qu'on sait que ce n'est pas lui qui gagne le plus, ou bien c'est quelqu'un qui mérite d'être poursuivi, condamné, même si on sait aussi que parfois ils dealent pour payer leur propre consommation. Mais c'est une question globale. Le dealer, c'est effectivement le bout de la chaîne. Et ça fait 20 ans, moi je suis bruxelloise, ça fait 20 ans qu'on entend qu'on sait bien où les gens dealent, mais qu'on veut attraper des gros poissons. Il faut quand même constater qu'on n'a pas attrapé les gros poissons, ou pas suffisamment, puisqu'il y a toujours des dealers en rue. Et donc ils sont effectivement victimes du système. Effectivement, certains dealent pour boucher les fins de mois et ou pour leur propre consommation. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas les punir, mais il faut surtout ne pas se contenter de la partie émergée de l'iceberg, que sont les dealers en rue. Il faut se préoccuper de la partie qu'on ne voit pas. Alors, pour avancer, vous avez signé un communiqué avec votre parti. Vous demandez d'engager 3600 policiers, 250 magistrats, rien que ça. On trouve où l'argent pour payer tout ce monde et on sait que ce sont des cadres qui sont compliqués à remplir aujourd'hui déjà dans les différents ministères. Tout à fait. Donc, aux engagés, on a vraiment choisi de présenter différents grands plans qui s'articulent les uns aux autres. On ne peut pas les envisager indépendamment. Le plan, effectivement, justice et sécurité que nous avons sorti récemment, il a été travaillé avec le secteur pendant plus d'1 an. Et donc, il y a vraiment un besoin criant de policiers et de magistrats. Si on prend les moyennes européennes et qu'on les compare au nombre, par exemple, de policiers par habitant, on est en dessous des moyennes européennes. Donc, on doit vraiment se donner les moyens d'y arriver. Comment est-ce qu'on finance tout ça? On a aussi un grand plan qui est un plan de justice fiscale, une vraie réforme fiscale qui va nous permettre de dégager des moyens pour pouvoir investir dans la santé que vous citiez au début, mais par exemple ici, dans l'urgence de remplir les cadres en matière de police et en matière de magistrats. Est-ce que vous partagez le constat d'impuissance du bourgmestre de Saint-Gilles, de celui d'Anderlecht notamment, qui disent on n'y arrive pas avec nos moyens, ou bien vous avez l'impression que ces communes peuvent quand même faire des choses en plus que ce qui se fait actuellement? Alors, ce qui est très désagréable dans la gestion de la situation qu'on a vécue cette semaine, c'est le ping-pong permanent entre les différentes autorités. Que ce soit les bourgmestres, que ce soit M. Vervoort et que ce soit la ministre de l'Intérieur, Mme Verlinden. À un moment donné, dans une situation extrêmement grave et urgentissime, on a quand même eu 4 fusillades cette semaine, avec une personne qui est décédée. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'un enfant soit touché par une balle perdue? Non. Il faut se mettre autour de la table. Ça ne sert à rien, au travers de la presse, de s'invectiver, de chacun dresser un constat, qui est peut-être le sien au départ de sa responsabilité, mais de ne pas prendre les contacts pour en parler. Il y a un organe qui s'appelle le CORES, qui est un comité de sécurité à l'échelle de la région. Il ne faut pas créer de nouveaux organes. Ils existent. Il faut juste
les convoquer et se mettre autour de la table. Ce qui se dit au travers de la presse doit se dire autour d'une table. Et puis quand on sort de ces constats, on cherche des solutions ensemble. Et donc, mais est-ce que les communes font tout ce qu'elles peuvent, tout ce qu'elles doivent faire, ou bien est-ce qu'une partie de la réponse peut déjà être donnée depuis l'échelon local? Mais vous savez, c'est très frustrant pour des policiers quand d'abord ils savent que leur cadre n'est pas complet, qu'ils n'ont pas suffisamment de collègues, quand ils font des procédures précisément pour les petits dealers qu'on évoquait tout à l'heure et que 24 ou 48 heures après, ils savent que les dealers sont de nouveau dans la rue. C'est frustrant. Ils font ce qu'ils peuvent faire, mais je pense aujourd'hui qu'il y a une urgence d'investir. La zone de police Bruxelles-Midi, elle manque de 200 policiers. Il faut qu'on puisse former ces policiers, il faut qu'ils puissent être sur le terrain. C'est évident que chacun va peut-être devoir faire un petit peu plus que ce qu'on fait maintenant, mais surtout, de la concertation, de la collaboration et de l'action. Le fédéral, par la voix du ministre de la Justice, Paul Van Tichel, dit qu'il a fait sa part du travail et que le fédéral a donné les moyens qu'il était en mesure de donner. Vous répondez quoi au ministre de la Justice du côté des engagés? Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit prendre la mesure de ce qui se passe. Bruxelles est devenu le terrain de jeu de mafias extérieures qui s'approprient des parties de notre territoire. Il y a des zones de non-droit à Bruxelles? Je pense qu'il y a des zones où le droit est très peu respecté. Si on prend le Peterbosch, et je le cite volontairement, on cite que les dealers ont envahi le Peterbosch. Mais surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a des gens qui habitent dans ces immeubles. Il y a des familles. Moi, je comprends tout à fait les familles qui ont peur. Je suis maman aussi. C'est inquiétant de savoir que dans la cité des logements sociaux où on habite, il y a des gens qui ont pris le pouvoir et qu'on ne sait rien faire. Il y a des mesures qui ont été prises. Le conseil d'administration du Peterbosch a investi sur fonds propres pour des gardiens supplémentaires. Mais on ne peut pas juste se contenter, que ce soit le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice ou le ministre-président, on ne peut pas juste se contenter de dire on a fait tout ce qu'on a pu. Il faut constater l'importance de ce qui est en train de se passer. Bruxelles est un terrain de jeu pour des mafias extérieures. Il faut une réponse à la hauteur de l'enjeu qu'on doit contrer. Et donc, on met un commissariat au Peterbosch, puisque vous prenez cet exemple-là, avec une présence policière renforcée. Ça ne va pas juste déplacer les deals de 200 mètres? C'est ce qu'on a fait Gare du Midi. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Alors, on fait quoi au Peterbosch? On a fait un plan été. D'ailleurs, je souhaiterais qu'on puisse l'évaluer. Et ça n'a fait que déplacer le problème, entre autres aux alentours de la Porte de Halle. Donc, on ne va rien faire au Peterbosch. Il faut faire pour l'ensemble de la région. Il faut travailler sur le trafic de drogue dans son entièreté. On sait tous qu'Anvers est la porte d'entrée de la cocaïne en Belgique. On sait aussi qu'il n'y a que 1,5% des containers qui sont scannés à Anvers. Donc on doit investir massivement à l'échelle du pays, peut-être à l'échelle européenne, pour régler le problème de Bruxelles. Ça ne sert à rien de régler le problème du Peterbosch ou le problème de la Porte de Halle. C'est se voiler la face que de le faire comme ça. Il faut vraiment le voir de manière plus globale. Investir dans la police, investir dans la justice et faire en sorte qu'on puisse démanteler ces réseaux qui pourrissent la vie des citoyens bruxellois. Et vous dites qu'il faut évaluer les mesures qui ont été prises du côté de la Gare du Midi, c'est ça que vous nous dites? C'est une manière de faire de la politique et c'est une manière que nous souhaitons vraiment voir appliquée de plus en plus, c'est-à-dire qu'on prend des mesures, en l'occurrence ici un plan été, avec la Gare du Midi, avec le commissariat au sein de la Gare du Midi. Il faut évaluer. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a des effets néfastes? Ben oui, par exemple, le fait qu'il y a des déplacements dans d'autres quartiers, ça doit être évalué. Et puis, on doit tirer les leçons et continuer. Alors, vous le savez, hein, il y a des questions de téléspectateurs qui sont posées. On en a reçu beaucoup concernant justement ces actualités, drogue, trafic, fusillade. Et c'est Aline Walsdorf qui les a screenées. On en a relayé certaines là, dans mes questions, Aline Walsdorf. Mais vous en avez épinglé certaines aussi que vous allez partager avec nous. Concernant les drogues, on a reçu un témoignage, celui de Didier, qui nous dit « J'étais toxicomane pendant 10 ans et j'en ai pris 15 pour me défaire de cette crasse. Il sera toujours inutile de se préoccuper des toxicomanes si nous ne nous posons pas cette question. Comment se fait-il que tant de nos jeunes se mettent en toute conscience à prendre de tels risques pour leur vie ?» Et selon Didier, la réponse est que l'avenir que nos sociétés réservent aux jeunes est à ce point catastrophique qu'ils sont prêts à tous les risques pour y échapper un peu. Elisabeth de Gries, qu'est-ce que vous répondez à cet ancien toxicomane qui dit « mais finalement on fait ça pour fuir le monde qui nous attend ». Je pense qu'il a raison. Quand j'évoquais en début d'entretien la question de la santé mentale, et particulièrement la santé mentale des jeunes, ça fait complètement écho à ce témoignage, qui est par ailleurs un témoignage poignant, et je voudrais remercier ce monsieur pour l'avoir partagé. Aujourd'hui, on est dans une crise de santé mentale très importante, particulièrement pour la jeunesse. On a des jeunes qui ont vécu le Covid, qui vivent la guerre en Ukraine, qui vivent la guerre en Israël, qui vivent l'urgence climatique et qui se rendent bien compte qu'ils sont en permanence dans des injonctions contradictoires. On leur demande de faire des efforts, de consommer autrement, d'éteindre les lumières, et puis on voit des bureaux illuminés, on voit que le gouvernement ne prend pas de décisions ambitieuses, par exemple, en matière d'alimentation, en matière de TVA, par exemple, sur les fruits et légumes, pour citer une de nos mesures. Et donc ces jeunes sont en permanence coincés
dans ce qu'on appelle la permacrise, et c'est effectivement très compliqué de trouver des perspectives. Et c'est notre responsabilité, certes en tant qu'adultes, mais aussi en tant que politique, d'articuler toutes ces crises climatiques, sociales, de santé, ici de justice et de police, pour offrir des réponses structurées qui donnent de la perspective. Quelques questions vraiment concrètes sur la consommation de drogue et la gestion. Les salles dites de consommation à moindre risque, qu'on appelle parfois salles de shoot. Il y en a une à Bruxelles. Le secteur demande d'en construire plusieurs. Ça pose souvent question auprès des riverains. Aux engagés, on est pour? On trouve que c'est bien, cette manière de procéder ou pas? On est pour, on soutient. On a d'ailleurs au mois d'août communiqué là-dessus en demandant que la deuxième salle de consommation à moindre risque à Bruxelles soit construite plus rapidement que 2027, qui est l'échéance actuelle. On trouve que c'est trop tard. Alors, dans les prisons, plus de la moitié des détenus, ils sont pour des faits en lien avec la drogue. Est-ce qu'à un moment donné, aux engagés, on est prêt à réfléchir à une autre approche de la lutte contre la toxicomanie avec, pourquoi pas, ce que demandent certaines associations, une distribution gérée par l'État pour éviter que ce soit des narcotrafiquants qui le fassent? Est-ce que ça, c'est quelque chose d'envisageable pour celle que vous êtes, qui est aujourd'hui une femme politique, mais il y a quelques semaines était encore une spécialiste santé? Oui, alors, je dois répondre de deux manières différentes. Oui, mais une réponse. Je pense que la question, en tout cas, de la légalisation de certains produits stupéfiants pourrait être une réponse pour diminuer le trafic. Je pense par exemple au cannabis qu'on évoque régulièrement. La cocaïne, je mets un point d'interrogation. Je pense que c'est des questions extrêmement sensibles et qu'il faut travailler avec des experts autour de la table sur du temps long et pas s'engager maintenant sur des réponses trop rapides. Mais est-ce que vous pouvez reconnaître que la politique de répression, on n'a jamais saisi autant de drogue depuis le début de cette législature en Belgique, notamment au port d'Anvers que vous citiez, visiblement ça ne fonctionne pas. Ça ne réduit pas la consommation, ça ne réduit pas les trafics, ça ne réduit pas la violence des trafiquants. C'est en tout cas pas suffisant, la répression, ça c'est clair, et nos prisons débordent, on le sait aussi, donc emprisonner, c'est peut-être pas la meilleure réponse à apporter non plus, mais de toute façon, c'est ce que je répète, c'est un enjeu global, il faut le globaliser. Effectivement, il faut de la répression, parce qu'on ne s'en sortira pas sans répression, mais il faut travailler sur la prévention, sur l'accompagnement précisément de la santé mentale, l'accompagnement des toxicomanies en début de toxicomanie. Il faut travailler sur la question des mécanismes qui nous permettront d'arrêter le narcotrafic. Peut-être que la légalisation ou l'encadrement, la dépénalisation de certaines substances est une solution, mais ça doit se faire dans un ensemble. Beaucoup d'autres thématiques quand même dans l'actualité, et je propose qu'on retourne chez Aline Walsdorf avec une question qui est liée à différentes thématiques, santé, environnement, qu'on a parfois d'ailleurs abordé sur BX1 et qu'un téléspectateur, Aline, a décidé de remettre sur le tapis pour Madame de Grise. On a une question de Laurent sur la 5G et les maximums d'exposition aux ondes générées par nos téléphones portables. Laurent, qui est ingénieur, rappelle qu'il y a des limites à Bruxelles. C'est 9 volts par mètre à l'intérieur et 14,5 à l'extérieur. Mais ces limites aux expositions étaient relevées, dit-il. Laurent demande si les Bruxellois et Bruxelloises sont encore bien protégés. Alors, précisément sur cette question-là, quand Mme Frémaux était ministre entre 2014 et 2019, elle a bloqué le démarrage de la 5G parce que la norme de 14 volts par mètre carré que vous venez d'exprimer n'était pas respectée. La législature qui vient de s'écouler a répondu aux 3 conditions que nous avions, c'est-à-dire la précaution, la transparence et le travail avec les citoyens. Donc il y a une commission parlementaire citoyenne délibérative avec des citoyens et des parlementaires qui a travaillé, qui a donné le go pour la 5G. Bruxelles Environnement qui ne pouvait pas garantir les normes en 2019 et avant les garantit maintenant. Et donc pour nous, la 5G aujourd'hui se déroule dans des conditions correctes à Bruxelles, sachant que il ne faut sans doute pas diaboliser la 5G parce que c'est aussi un outil qui permet beaucoup de choses, comme par exemple des interventions chirurgicales à distance avec des grands professeurs qui peuvent guider, aider, conseiller. En matière de mobilité, c'est aussi important. Mais c'est vrai qu'il faut toujours être raisonnable dans son utilisation. Moi, j'ai des enfants qui sont sur le smartphone aussi. Je me pose aussi parfois des questions en matière de santé. Bruxelles Environnement s'assure de faire respecter les normes. Alors, un sujet qui vous intéresse apparemment, et qui n'est pas une compétence fédérale, vous êtes candidate à la Chambre, je le rappelle, c'est le logement. Bruxelles, pour vous, vous reconnaissez qu'il y a une forme de crise du logement, beaucoup d'acteurs le disent, d'autres évoquent simplement un marché qui évolue. Quelle est votre piste pour répondre à ces gens qui en tout cas n'arrivent pas bien à se loger à Bruxelles ? Alors moi j'estime, donc je suis bruxelloise depuis longtemps, j'estime qu'il y a une crise du logement à Bruxelles pour plusieurs raisons. D'abord, les loyers ont
extrêmement fort augmenté à Bruxelles, plus que l'inflation. Donc 9% en presque un an, c'est gigantesque. Ça, ce sont les chiffres de l'OCDE et de l'organisation des agents immobiliers. Alors ok, il y a crise, vous le reconnaissez. Voilà. On fait quoi? On encadre les loyers comme le demandent certains partis, notamment le PTB et le secteur associatif, de manière réglementaire. Nawal Benamou, la secrétaire d'État, a dit qu'elle était favorable à ça. Nous, on soutient l'allocation loyer pour pouvoir aider les gens à payer leur loyer. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est avoir plus de logements à Bruxelles. C'est ça l'enjeu. Et donc, il faut travailler sur la reconversion et sur la création de logements. Par exemple, les commerces. Il y a du logement au-dessus des commerces. Si vous observez, vous verrez que parfois, il manque une porte pour y rentrer. Comment est-ce qu'on crée des logements au-dessus des commerces de manière concertée? Les bureaux. Tout le monde sait qu'il y a énormément de bureaux vides à Bruxelles, particulièrement après le Covid. Tous les immeubles de bureaux ne sont pas bons à être convertis en logement. Hein. Moi, je l'ai traité en... Voilà, 20%, ça fait une petite partie de la réponse. Les autres sont des plateaux qui ne s'adaptent pas pour faire c'est 1 million de mètres carrés. Donc 20% d'1 million de mètres carrés, ça fait quand même des sérieux espaces qu'on peut reconvertir en logement. Quand le gouvernement impose des normes, obligation du PEB, certificat énergétique en 2030, interdiction dès 2033 des plus mauvais certificats énergétiques, c'est quelque chose que vous soutenez, on a raison, ou bien on va encore plus accentuer la crise parce qu'on se doute que ça va être compliqué de mettre tous les logements aux normes? On doit mettre les logements aux normes. On n'a pas le choix. Par contre, c'est vrai que tout le monde ne peut pas le payer. Et donc, pour ça, nous, on a une proposition très claire qui est zéro frais, zéro tracas, zéro émission. En fait, c'est un système de tiers investisseurs où les propriétaires qui doivent rénover leur logement mais qui ne savent pas investir vont travailler avec un tiers, que ce soit un tiers public ou un tiers privé, pour que le tiers puisse préfinancer les travaux. Et les économies d'énergie réalisées serviront en partie pour le propriétaire et en partie à rembourser le tiers investisseur. Donc ça veut dire qu'après 20 ou 30 ans, l'investissement est remboursé, le tiers investisseur disparaît, mais le propriétaire a un logement qui est rénové, qui est aux normes en matière d'économie d'énergie, de PEB, etc. L'acquisition d'un logement par un ménage ou quelqu'un qui veut en faire un pilier, son troisième pilier de pension, c'est quelque chose qu'on encourage chez les engagés ou bien on estime que ça contribue à faire augmenter les prix de l'immobilier pour les locataires? Non, mais vous le dites très justement, la question de la propriété est une question fondamentale, effectivement. On parle pas de ceux qui achètent pour eux habiter, donc ceux qui achètent pour louer à d'autres. Notre priorité, c'est d'abord ceux qui achètent pour eux habiter. Okay. C'est comme ça qu'on peut protéger les gens de la précarité aussi, particulièrement à l'âge de la pension, comme vous l'avez évoqué. Et donc, il faut aussi qu'on puisse travailler. Il y a beaucoup trop de ménages qui quittent Bruxelles aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas acheter. Acheter à Bruxelles aujourd'hui, si on n'a pas l'aide de ses parents, on ne sait pas investir à Bruxelles, on ne sait pas acheter son propre logement. Et donc nous, on est aussi pour des mesures, par exemple, sur le droit d'enregistrement. On pourrait étaler son paiement sur 20 ans, ce qui permettrait d'avoir un petit peu plus facile à acquérir son logement. Et puis si on revend, on revend et on paye le solde au moment de la revente. Mais ce sont des mesures comme ça sur lesquelles il faut travailler pour encourager l'accès à la propriété à Bruxelles. Nawal Benamou dit que le débat sur le logement, c'est un débat droite-gauche. Votre parti se revendique centriste. Elle a raison ou vous rejetez cette opposition entre les uns et les autres sur la question de l'accès au logement? Moi, je voudrais qu'on sorte de manière générale des questions droite-gauche. Les engagés sont un parti centriste. On a des mesures qu'on peut identifier comme étant des mesures plus de droite ou plus de gauche. Tant qu'on continue à voir la société comme ça et les débats comme ça, on n'y arrivera pas. Ce qui est important, c'est changer notre approche, justement. Et donc, c'est travailler sur la réalité de ce qui se passe. Et peut-être qu'une partie des solutions seront dites de droite et qu'une partie des solutions seront dites de gauche. Mais tant qu'ensemble, elles règlent la question du logement, pour nous, c'est la manière d'avancer. On peut parler du logement social. Nous, on défend aussi la construction de plus de logements sociaux. On défend aussi les agences immobilières sociales. On doit pouvoir imposer la construction de logements sociaux. C'est souvent compliqué dans les communes. Il y en a qui en ont beaucoup et ce sont les communes souvent qui ont la population la plus pauvre et les communes plus riches ne sont pas favorables. Vous iriez dire à vos voisins de Uccle qu'on doit accepter du logement social à Uccle plus qu'il y en a actuellement? C'est la mixité qui fait la richesse des quartiers. Donc mettons des logements sociaux. La seule limite, c'est ne pas raser des parcs et construire des tours, parce qu'on sait que ça ne marche pas. Donc il faut travailler sur la mixité. On peut construire un peu plus haut que ce qu'on construit maintenant. On peut mettre des logements sociaux là où il n'y en a pas. On doit le faire. C'est notre responsabilité aussi de citoyens, en fait, d'accepter cette mixité. Et donc oui, évidemment, il faut qu'on continue dans la construction de logements sociaux. Ceci dit, le gouvernement sortant s'était engagé à en faire 6500, ils en ont fait 1000, donc ils ne sont pas du tout dans ce qu'ils avaient promis comme construction de logements sociaux. Ça fait partie de la solution, mais avec d'autres pistes que je viens de vous évoquer. Alors vous évoquez la mixité. Aline Walsdorf, on a reçu une question du public qui n'utilise pas le mot mixité, mais elle en parle. C'est une question de téléspectateur. On a une question de Jean-François à propos d'enseignement. Quelle est la position actuelle des engagés par rapport à l'actuel décret inscription?
décret, on le rappelle, qui veut créer de la mixité dans les écoles, qui est critiqué. On reçoit beaucoup de retours, nous, à BX1, de parents notamment du nord de Bruxelles qui ne parviennent pas à trouver de place dans l'école de leur choix. Vous leur répondez quoi? C'est qu'ils sont contre la mixité, ces parents-là, ou bien ils ont raison de dénoncer un indice socio-économique, je le fais simple pour les téléspectateurs, qui donne la priorité à des enfants qui viennent d'écoles avec un indice socio-économique plus bas? C'est ça le nœud aujourd'hui. Alors, le décret inscription, il est là pour répondre à un problème. Il faut d'abord s'attaquer au problème, c'est-à-dire le nombre de places. Si on avait suffisamment de places dans les écoles, aujourd'hui, on sait qu'on se retrouvera en septembre 2024 avec de nouveau 1000 ou 1200 élèves qui n'ont pas de place dans les écoles. Donc, il est urgent, particulièrement dans le nord de Bruxelles, de construire des écoles. Monsieur Lamouline à Berkem a récemment inauguré le chantier d'un nouveau lycée qui va se déployer là-bas. Donc, c'est ça la solution. C'est créer plus de places dans les écoles. La dernière modification du décret inscription, en 2022, elle est passée un peu inaperçue. Les parents le vivent dans le Nord. Je le vis aussi avec mon troisième enfant. Il y a eu une modification du calcul, effectivement, sur le lien domicile-école primaire, et avec cet indice socio-économique qui fait que ça devient encore plus compliqué parfois d'obtenir une école. Et donc, est-ce que ces parents ont raison de demander qu'on corrige l'indice et qu'on remette l'indice de proximité ou l'adossement comme priorité? Donc, comme je viens de le dire pour d'autres situations, évaluons les décisions politiques. Il y a une décision qui a été prise en 2022. C'est la première fois qu'elle s'applique à l'inscription cette année. Laissons encore peut-être l'année prochaine. Et puis évaluons. S'il faut modifier, on modifiera. Je pense que c'est toujours la manière dont on doit faire de la politique, c'est pouvoir évaluer les décisions qui sont prises. Mais le constat, c'est pas clair pour moi. Est-ce que vous trouvez qu'il faut rapidement corriger ce décret pour la prochaine rentrée, celle d'après ou pas? Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas contents. Peut-être qu'il y a des parents qui sont contents, je n'en sais rien. Donc évaluons sur base de critères clairs. S'il faut corriger, on corrigera. Vous êtes tête de liste, on le dit à la Chambre. Comment se passe votre campagne? Vous en êtes où là maintenant? On rappelle, dernière élection, votre parti avait décroché un élu à Bruxelles. Vous en espérez 2 parce qu'il y aura un élu supplémentaire. Vous y croyez? Si on regarde les chiffres, on a quand même très longtemps eu 2 élus à Bruxelles. Donc ça fait effectivement 2 élections qu'on n'en a plus qu'un, mais on y croit vraiment. Donc l'accueil sur le terrain est bon. Je pense que les engagés amènent un vent de fraîcheur, un nouveau projet, une nouvelle manière de faire. C'est un vrai mouvement citoyen. La difficulté, c'est peut-être de faire connaître le nom du parti. Voilà. Est-ce que les gens font lien avec la famille chrétienne dont vous êtes issu, avec précédemment le CDH? Les gens ne font pas toujours le lien, mais nous non plus, parce que le changement est vraiment important. Donc, entre autres, la référence au pilier chrétien, elle n'existe plus dans le manifeste des engagés, c'est quelque chose qui a disparu. Sur les questions éthiques, il y a de vraies avancées, puisqu'on laisse le choix à chacun de nos parlementaires de voter en fonction de ses propres convictions, par exemple sur l'IVG, si on prend un exemple, sur l'avortement. Et donc, c'est vraiment des évolutions importantes, et sur le terrain, on sent que ça parle aux gens. Les gens sont ravis de ces évolutions, sont intéressés. Les 4 plans qu'on a proposés, justice, climat, santé et justice fiscale, c'est vraiment des choses qui parlent aux citoyens. Ça les intéresse de voir qu'on s'intéresse à l'ensemble des enjeux. Et donc oui, on y croit vraiment. Allez, merci d'être venu répondre à mes questions et puis à celles posées par Aline Walsdorf qui relayait les téléspectateurs. Le journal ce soir à 18h vous est présenté par Thomas Dufrane et demain vous avez rendez-vous à midi avec Jean-Jacques Deleu pour Les Experts. Belle fin de semaine sur BX1. Et on reste en place. Parce que sinon,